Cette semaine, c'est Musk qui est la plus grosse. Amazon l'Isancrute et recensi. Olivier Ezrati nous emmène prendre de la hauteur et changer d'angle. Où je suis. Et j'ai besoin d'une serviette. Je critique pas le côté récurrent, mais c'est toujours pas drôle. Vous avez bien sûr compris l'allusion à la serviette. Une serviette! Elon Musk est obsédé par le livre Le Guide du voyageur galactique. Déjà, depuis 2015, certains propriétaires de Tesla Model S qui avaient voulu nommer leur voiture 42, vous vous souvenez, c'est le fameux secret de l'univers, avaient vu apparaître sur leur tableau de bord la phrase issue du roman de Douglas Adams, « Life, the universe and everything ». Mais cet intérêt ou cette passion pour ce roman va loin, beaucoup plus loin, voire même beaucoup trop loin. Comme vous le savez, plutôt que d'utiliser un bloc de béton comme le fait la NASA quand il teste un chargement lors d'un envoi de fusée, Musk a utilisé l'un de ses rosters pour tester sa fameuse Falcon Heavy, la nouvelle plus grosse fusée qui existe en ce moment. Bon, comme nous l'avons découvert lorsque l'on a vu les premières photos et vidéos du roster qui quittait l'atmosphère terrestre, bizarre cette phrase, eh bien, on a découvert que sur le tableau de bord était inscrit l'une des phrases les plus connues du roman Le Guide du voyageur galactique, Don't Panic. Le Guide du voyageur galactique. Il a déjà supplanté l'Encyclopédia Galactica comme dépositaire classique de la sagesse et de la connaissance, et ceci pour deux raisons importantes. La première, c'est qu'il est un tout petit peu moins cher, et la seconde, c'est que les mots « pas de panique » qui apparaissent sur la couverture sont distinctement visibles et fort rassurants. Et ça va encore plus loin. Bon, ce n'est qu'une rumeur, mais quand on voit le côté complètement barré de cette histoire, ça doit être sans doute vrai. Il y aurait dans la boîte à gants du roster un exemplaire du roman et une serviette. Et quand je vous dis que ça va trop loin, en fait, Musk souhaitait mettre sa bagnole en orbite autour de Mars et du Soleil. Et en fait, a priori, la voiture va dépasser Mars et se retrouver dans la ceinture de Kepler. Alors cette histoire, elle est sympa, ça fait maintenant partie du folklore de la conquête spatiale, et vous pourrez même en parler à vos petits-enfants en leur disant « j'y étais ». Maintenant, il y a une histoire dont vous n'avez sans doute pas entendu parler, qui a été que cette bagnole a servi à lancer la première bibliothèque spatiale. Vous n'en avez sans doute pas entendu parler parce que l'instigateur, qui s'appelle Nova Spivak, a été interdit par contrat, par Musk ou par SpaceX, d'en parler. Alors on ne va pas polémiquer sur les raisons pour lesquelles il a eu cette interdiction, mais connaissant un minimum Musk et son rapport avec les médias, on comprend bien que ce garçon aime bien la lumière, et il aime bien réécrire l'histoire. Rappelez-vous ce qu'il a fait avec Tesla, où il a simplement investi un petit peu d'argent et finalement a viré les vrais fondateurs de Tesla quelques mois plus tard. Et également, on voit qu'il est en train de se construire un sérieux culte de la personnalité via notamment la série Mars. L'aventure de Spivak commence en 2015 lorsqu'il a créé une association à but non lucratif qui s'appelle la Fondation ARC et dont l'objet est de rassembler le savoir de l'espèce humaine sur de nouveaux supports et de l'envoyer à travers l'espace pour préserver cette connaissance sur Terre et au-delà. C'est ainsi qu'il a découvert les travaux du Dr Kazansky, chercheur en optoélectronique à l'université de Southampton, qui a développé un stockage optique appelé 5D qui permet de préserver 360 téras d'informations sur un disque en quartz de 3 cm et qui aurait une durée de vie de 14 milliards d'années. 360 téras, ça représente à peu près 180 millions de bouquins. Et comme, depuis que l'homme tape sur des bambous, il a réalisé à vue de nez aussi 130 millions de bouquins, vous voyez, ça laisse de la place. Et donc Spivak, qui est rentré en contact avec Musk grâce à un simple tweet qu'il a partagé sur son fameux blog sur Medium, a pu placer son disque, qui n'est pas de Philippe Laville pour le coup, son 5D dans la voiture. Quelque part, on ne sait pas ses secrets, sauf que, comme c'est simplement pour prouver que ça fonctionne, il a simplement mis 3 ouvrages qui sont les 3 premiers tomes de la série Fondation de Asimov. Petite parenthèse pour un épilogue temporaire par rapport à l'émission spéciale que j'avais faite sur la conquête spatiale, dans laquelle je vous expliquais que certains milliardaires se la mesuraient à coups de fusée, notamment Bezos et Musk.
Jeff who? Comme je vous l'avais dit, Bezos avait annoncé qu'il allait préparer la plus grosse fusée qui allait pratiquement être de la même taille que la Saturn V, parce qu'a priori, c'est la Saturn V qui est la référence pour ces gens-là. Mais évidemment, les choses ont évolué depuis, car Musk, lors de la conférence de presse qui a précédé le lancement de la Falcon Heavy, a annoncé qu'il allait développer la Falcon Super Heavy. Pendant ce temps-là, Tesla perd $8 000 par minute. Alors oui, je pensais que ça allait être à suivre, mais en fait, c'est en bref. Le procès de l'année, le procès de la décennie qui avait démarré il y a quelques jours contre Waymo, filiale de Google qui s'occupe de véhicules autonomes, et Uber, que l'on ne présente plus, et qui devait ressembler à ça, c'est finalement terminé comme ça. Je vous rappelle les faits. Tout est parti l'année dernière quand un ancien ingénieur travaillant pour Waymo, qui s'appelle Anthony Levensky, qui avait des contacts directs avec Larry Page, a démissionné en embarquant sur son ordinateur 14 000 documents confidentiels avant de monter sa boîte, Auto, qui a été rachetée quelques mois plus tard pour $680 millions par Uber. Et bien sûr, Waymo/Google, qui d'habitude n'attaque personne, a attaqué Uber pour vol de secrets industriels. Le procès a commencé début février. Nous nous attendions à avoir un procès long et compliqué. Un procès dans lequel on aurait vu Kalanick, l'ancien CEO de Uber, à la barre, qui nous aurait prouvé une fois pour toutes que pour lui, tout est bon, tous les moyens sont bons pour y arriver. On aurait pu également voir Anthony Levensky mis aussi à poil devant le jury, surtout qu'en plus il est attaqué en ce moment par sa femme de ménage pour laisser traîner son matériel de sadomaso. Ne changez pas de conversation. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 4 jours de procès, eh bien, ils ont trouvé un accord. Waymo récupère 0,34% d'equity de Uber, sachant que de toute façon, Google a déjà investi dans Uber 360 millions de dollars lors de sa création. Et Uber s'engage à recevoir des ingénieurs de Waymo pour qu'ils puissent vérifier qu'il n'y a pas eu de vol de technologie propriétaire. Certains y voient là la preuve ferme et définitive que le nouveau CEO, dont je ne vais pas dire le nom, cherche à se débarrasser de tous les déboires, toute la merde en fait, qui a été laissée par Travis Kalanick de la situation qu'il a héritée. D'autres y voient aussi le fait que Waymo avait peut-être pas tant d'arguments aussi facilement défendable que l'on pouvait le croire, notamment quand on a appris que finalement les 14 000 documents n'étaient pas hébergés en interne à Waymo, car ils n'étaient pas jugés si confidentiels que cela. En prenant un peu de recul, je pense aussi que c'est quand même une bonne chose qu'ils aient réglé ce problème rapidement et que cela permette à Uber et Waymo de se rapprocher, car les Chinois arrivent. Les Chinois arrivent fort, les Chinois arrivent vite, notamment avec Baidu, qui est le Google chinois, qui arrive avec sa nouvelle plateforme Apollo 2.0 et qui est en train de rattraper Google, qui est pourtant le chef de la meute, toujours maintenant dans le domaine du véhicule autonome, et qui est en train donc de les rattraper en 2 ans. Alors que Amazon n'a toujours pas annoncé qui était la ville vainqueur de son concours HQ2, donc la ville qui allait recevoir son siège social numéro 2, on a appris qu'Amazon était en train de licencier plusieurs centaines de salariés de son siège social numéro 1 qui est à Seattle, qui sont des gens qui travaillaient notamment dans les services de retail et de global operations. Alors bien sûr, ils ont promis via communiqué de presse qu'ils allaient reclasser les personnes qu'ils licenciaient, sachant que en même temps, il y a 12 500 jobs qui sont ouverts, notamment dans la partie Amazon Web Services, et évidemment, ils cherchent pas mal de développeurs pour la partie Alexa, qui, je vous le rappelle, est dans le monde leader devant Google. Il n'y a qu'en France où c'est Google qui est en premier avant Alexa, parce que voilà, c'est eux qui ont traduit le Google en français avant Alexa. C'est la seule raison pour laquelle Google est en premier. En évitant de tomber dans l'analyse un peu facile, de dire, bon, a priori, ils ont trop de monde. Ok, c'est vrai. Donc, ils licencient. Ok, c'est vrai aussi. Il faut savoir que nous sommes actuellement dans la période des entretiens d'évaluation. Notamment ce nouveau programme de coaching de carrière qu'ils ont développé l'année dernière, qui s'appelle Pivot. Il faut savoir que Pivot est la dernière itération du très célèbre Performance Improvement Plan, appelé en interne aussi PIP, qui était synonyme pour les salariés qui étaient nommés dans ce plan de mise à mort professionnelle, car beaucoup
de managers utilisaient le PIP pour réduire la taille de leurs équipes sans licencier. Aujourd'hui, un salarié dont le manager a décidé d'envoyer à pivot a 3 possibilités. La première, c'est d'accepter la décision et de trouver ce qui s'appelle en interne un Career Ambassador qui va l'aider à développer sa performance. Et évidemment, c'est sur le court terme. Les plans qui sont développés à ce moment-là se comptent en mois ou en semaines. Pas en années, on est chez Amazon, on n'a pas le temps. En second, le salarié peut choisir de prendre un chèque et de se barrer. Le troisième, le salarié peut faire appel auprès du manager de sa décision de l'envoyer en pivot. Comme je vous le disais, nous sommes dans la période où s'achèvent pas mal de pivots sur lesquels des décisions sont prises par rapport aux salariés qui s'en vont. Cette pratique a un nom en anglais, ça s'appelle le managing out. Et si vous allez voir sur Quora des retours d'expérience de salariés de Google, vous allez voir que Amazon n'est pas la seule entreprise à utiliser ce type de pratique managériale. Pour cette première interview de la semaine, j'ai souhaité rencontrer quelqu'un que vous connaissez déjà si vous suivez Innovation Weekly depuis un moment, quelqu'un qui est incontournable quand on veut parler de tech, de tendance et de ce qu'il se passe actuellement sur la scène startup. Il s'agit bien sûr de Olivier Ezrati. Oui, Olivier Ezrati, je suis un saltimbanque numérique qui produit des rapports, qui publie beaucoup, qui intervient dans plein d'événements et qui essaye de transmettre sa passion pour les technologies et d'aider l'écosystème français à se développer. De quoi vas-tu parler aujourd'hui ? J'ai prévu de parler à la fois du rapport au sens de faire une sorte d'exec summary des grandes tendances du salon. Après, on va parler un petit peu de la présence française, qui est un gros sujet. Je fais un peu d'économétrie pour savoir finalement qui est là, comment ça évolue dans le temps. On fait témoigner Pierre Lebeau, qui est un entrepreneur qui était venu au CES la première fois en 2014. Donc on va voir un petit peu comment en 4 ans les choses ont évolué pour lui. Et après, effectivement, je fais le making-of du rapport du CES pour dévoiler mes astuces d'organisation essentiellement. Comment as-tu réalisé ce 13e rapport du CES ? 13e ? C'est à peu près 1 mois et demi de boulot, étalé dans l'année. En fait, je commence en mars, le rapport. C'est ce que je vais expliquer tout à l'heure. Je le commence en mars à partir de Barcelone et je fais la veille technologique toute l'année. Mais cette veille s'accélère, plus on se rapproche de la fin de l'année et plus on se rapproche du CES, parce qu'il y a beaucoup d'annonces quand même au moment du salon. Il y a beaucoup de produits exotiques dont je n'ai pas forcément entendu parler pendant l'année et que je découvre finalement à l'occasion de leur présentation au CES, typiquement sur Eureka Park, qui est la zone des startups, ou ailleurs. Et donc, je concentre le travail en gros entre novembre, décembre et janvier, mais je travaille quand même le reste de l'année. Donc oui, c'est beaucoup de travail, de veille et de... Alors en fait, il y a une partie de la veille qui est relativement basique, c'est de repérer tout ce qui se passe dans les news en général, et d'en faire une synthèse. Et il y a une autre forme de veille qui est d'aller regarder les composants électroniques, ce que j'aime bien faire, pour voir justement le côté technologique des produits, et éventuellement d'en déduire des tendances ou d'interpréter les choses. Puis j'ai une méthode de travail en fait qui est, on pourrait qualifier ça de bottom-up. Tu peux avoir des intuitions en disant je pense que la tendance est d'aller là, là, là et là, comme ça par intuition. Et moi j'ai pas forcément beaucoup d'intuition, j'observe le terrain, j'observe une grande masse de produits qui sont lancés et à partir de là j'en déduis les tendances. Donc si tu veux, quand je vais dire par exemple à quoi ressemblent les téléphones en ce moment, j'ai scanné les specs de 20 produits. Si je veux avoir une idée de ce qui se passe dans les objets connectés, je regarde l'inventaire de toutes les nouveautés de l'année, plus celles qui sont présentées sur le salon. Et à partir de là, j'en déduis qu'il y a la santé, il y a le sommeil, qu'il y a ça et ça et ça. Donc c'est très basé sur une approche assez pragmatique en fait. Question à la con, parce que je ne suis pas journaliste. Qu'est-ce qui t'a étonné au CES 2018 ? Il y a une société qui m'a marqué à la fois sur le fond et sur la forme, une boîte qui s'appelle Byton. C'est une boîte qui fait une voiture autonome, une berline autonome. C'est une sorte de Tesla bis en fait. Et la boîte était très originale pour plein de raisons. Elle est originale parce que sa voiture est assez bien pensée. C'est une voiture qui est faite pour être partagée dans le futur. C'est une voiture qui est faite pour être à conduite assistée et puis à terme autonome. C'est une voiture qui est très bien construite pour la vie numérique. Il y a un lien dans les scénarios d'usage entre le téléphone, la montre connectée et le véhicule et tous les écrans qu'il y a dans le véhicule. Ça, c'est un premier point. Et puis il y a une deuxième raison pour laquelle j'ai été marqué, c'est l'effort marketing complètement disproportionné qui a été créé par cette boîte qui est une start-up chinoise qui est fondée par des Allemands, qui a un designer français, qui a des marketeurs anglais et américains. Donc c'est une boîte qui est très cosmopolite dans sa structure humaine. Et ils ont fait un effort marketing qui est à la fois imposant, conférence de presse avec 1200 journalistes alors qu'ils n'existaient pas il y a 1 an, enfin ils n'étaient pas connus il y a 1 an, et un effort aussi dans l'explication de leurs produits. Ils avaient un stand à l'extérieur, dans une zone ouverte, et dans cette zone ouverte, il y avait une sorte de parcours qui durait une demi-heure, où ils expliquaient toutes les facettes de leur véhicule. Et c'était un effort d'explication qui est très rare au CES.
Tu vois rarement des exposants qui font cet effort-là. Donc voilà, à tout point de vue, du point de vue de la pédagogie, du point de vue de l'effort marketing, du point de vue de la manière dont le produit est construit, et dans cette dynamique qu'on appelle celle du véhicule autonome, c'est un produit très intéressant. Merci beaucoup pour tes réponses. Où est-ce qu'on peut te trouver IRL et virtuellement ? Virtuellement, c'est très simple, sur mon blog Opinion Libre, qui est facile à googliser, et en téléchargeant mes différents rapports. Il faut voir qu'en 2017, j'ai quand même produit 4 rapports, et ça fait 1500 pages au total. J'ai produit le rapport du CS 2017, ensuite j'ai produit la 21e édition de Guide des startups, ensuite j'ai fait un livre sur l'astronomie, comme ça, pour me marrer, et ensuite j'ai fait un livre sur l'intelligence artificielle destiné aux entreprises, qui faisait 362 pages, que j'ai publié en octobre. J'aime bien les événements comme Hello Tomorrow, qui a lieu en octobre. Je suis allé au CES Unveil, évidemment, qui a lieu à Paris, qui est une sorte de pré-CES à Paris. Je suis intervenant tous les ans au Web Today à Nantes. C'est mon petit tour en région. Je vais intervenir avec Fanny Bouton à la Grande Jonction à Bordeaux le 7 mars 2018. J'interviens dans plein d'événements régulièrement. Et j'interviens après dans les entreprises. C'est comme ça que je gagne ma vie, entre autres, à faire ou des retours du CES, ou en ce moment beaucoup de formations autour de l'intelligence artificielle, qui est un sujet qui occupe pas mal les entreprises en ce moment. Merci beaucoup Olivier et très bonne conférence à toi. Le piggybacking en anglais signifie porter quelqu'un sur son dos. Appliqué au business model, ça veut dire utiliser la marque ou l'écosystème de quelqu'un d'autre pour prospérer. Comme l'a fait Lévi-Strauss, qui à l'époque vendait des fruits secs et qui, lors de la ruée vers l'or, s'est mis à vendre des vêtements aux mineurs. Ou le génie absolu, Sam Brannan, qui lui vendait des pelles et des pioches aux mineurs. Aujourd'hui, mixez toutes les grandes tendances du moment, l'économie collaborative, Internet, les disruptions en pagaille, et vous allez voir que nous sommes devant une ruée vers l'or dans laquelle des entreprises ont réussi à attraper une courbe exponentielle. Et quand les choses vont aussi vite que cela, il arrive toujours ce que les designers appellent des pain points, des points de douleur client. Et il y a toujours des petits malins pour venir créer de la valeur auprès des clients de ces mastodontes en leur proposant un petit quelque chose qui répond à ce problème. Prenez Airbnb. Si vous êtes un loueur de biens, votre point de douleur à vous va être d'être disponible pour laisser les clés à votre locataire et pour faire le ménage derrière. Donc hop, vous avez Guesty. Par contre, si vous êtes un client de Airbnb et que vous souhaitez partir en week-end à la dernière minute, vous avez Firebnb. Prenez également Uber. Quand vous avez compris que vous pouvez gagner de l'argent en vous improvisant taxi, pour cela, il va vous falloir une formation et louer une voiture. Les points de douleur peuvent être aussi matériels. Regardez les smartphones modernes qui rebondissent aussi bien qu'une pastèque. Heureusement que vous avez Incase ou Belkin pour vous proposer des coques qui sont de meilleure qualité que celles d'Apple. En parlant d'Apple, regardez les derniers MacBook qui ont supprimé les prises USB classiques pour des USB-C. Tac, automatiquement, vous avez plein de fabricants de hubs qui vous proposent des systèmes pour pouvoir réutiliser votre ancien matériel. Il y a 3 types de piggybackers. Le premier, on pourrait l'appeler le poisson clown. Vous savez, c'est le poisson qui vit en harmonie avec son anémone. On pourrait parler dans ce cas de la relation entre Facebook et Spotify. Vous avez également les rémoras, vous savez, ce sont les poissons pilotes qui suivent les requins de près. Et l'exemple le plus connu, évidemment, PayPal, qui proposait une solution de paiement sécurisé aux acheteurs d'eBay, et qui d'ailleurs s'est rapproché tellement près qu'ils se sont fait bouffer, pour $1 milliard quand même, et qui a permis de lancer les fortunes de Peter Thiel et d'Elon Musk. Et vous avez enfin les gros parasites de base, comme l'a été par exemple Airbnb, qui a profité de Craigslist pour passer ses annonces, ou alors Deezer, qui avant de s'appeler Deezer s'appelait Blog Music, et qui avait de sérieux problèmes de droit, notamment avec la SSPP et la SACEM. Plus que 2 minutes. Vite ton verre, vite ton verre. Du côté des entreprises, vous avez également 3 possibilités. Soit ils encouragent le développement de l'écosystème en prenant si possible leur écho, soit l'entreprise se met à offrir elle-même le produit que vous avez mis tant de temps à développer, comme c'est le cas par exemple de Uber qui a lancé sa propre place de marché pour louer des voitures. Mais vous pouvez également avoir des entreprises qui l'interdisent, comme ça a été le cas pendant un moment de Twitter, qui a changé son API pour bloquer les développeurs qui développaient leurs propres clients Twitter, et qui d'ailleurs à ce moment-là a viré Sysmic qui s'est fait racheter dans la foulée par Hootsuite. Le succès d'un piggybacker repose sur 2 choses, la rapidité et l'agilité. D'abord la rapidité à créer une marque qui apporte de la valeur et qui soit de qualité auprès du client, ce qui rendra l'entreprise beaucoup plus difficile à déloger si jamais l'entreprise piggybackée souhaite se retourner et proposer la même chose. Et ensuite l'agilité, parce que le piggybacker doit être prêt à faire face à tout changement de conditions du produit, de la marque, de l'écosystème
qu'elle utilise elle-même pour prospérer. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez sauver une licorne.